pourquoi est-ce que les grandes villes, les grandes métropoles en France se mettent à créer des entités, à se regrouper finalement? La métropole, je pense que chacun en sera d'accord, il faut essayer d'intellectualiser un peu ce qu'on regarde et ce qu'on fait. Il y a un problème, un sujet de métropolisation du monde à l'échelle mondiale. Il y a donc une guerre absolument féroce entre les métropoles. Je crois que les nationalismes, c'est une chose, les bagarres religieuses, c'en est une autre, mais la bagarre entre les métropoles pour savoir là où on vit le mieux, finalement, là où on vit le mieux, elle est absolument féroce. C'est pas vous que je dirais, voilà. Paris a la chance, et Christian Blanc le disait, d'être parmi les 4 métropoles qui comptent, avec Tokyo, New York et Londres, Shanghai plus tard. Voilà, la métropole, c'est à la fois le lieu de la création de valeurs, création d'émotions culturelles, création de liens sociaux, et sa traduction institutionnelle et politique. La guerre entre les mondes, elle se passe là. Voilà, donc soit la France s'y met avec un avantage Paris, un désavantage Paris, désavantage parce que ça a un peu éteint les choses, et vous noterez que François Gravier, c'est fini. C'est plus Paris et le désert français, et c'est très bien pour des gens comme vous. C'est ça qui se passe dans le monde. Il faut arrêter de gnognoter sur nos petits machins, nos petits trucs. On est dans une évolution sociétale mondiale considérable. Ça se traduit en France par l'émergence de métropoles qui ne sont pas que des institutions politico-institutionnelles, qui sont des lieux de création. C'est ça la métropole, à côté de Paris. Voilà. Alors s'il n'y a pas de métropole, je pense que la France est morte. Mais s'il n'y a que des métropoles et qu'on ne sait pas gérer l'intermétropole, la France est morte aussi, mais ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis juste métropole, là. À peine élue à la tête de la région, Valérie Pécresse, qui dirige aujourd'hui la région Île-de-France, a lancé une charge assez dure contre le Grand Paris en disant, je ne veux pas la citer en long en large, mais permettez-moi de vous dire un mot d'un projet qui doit voir le jour en janvier et qui me paraît être un contresens historique et une aberration administrative et économique, la métropole du Grand Paris. Comment peut-on rajouter une 5e strate au millefeuille territorial? Elle avait ajouté qu'il est temps d'abandonner ce projet, bon, ça c'est un peu raté, qui exclut, qui complexifie et qui taxe. Comment est-ce que vous avez D'abord, je vais vous dire que la réagi à commission paritaire Assemblée-Sénat l'a voté à l'unanimité. Donc il y a une unanimité des partis en France, ça a été compliqué, mais c'est un fait absolu. Voilà, ça a été voté à l'unanimité en commission paritaire Assemblée-Sénat. Alors après, on peut choisir son camp politique ou pas, c'est un autre sujet. Mais bon, je constate que la représentation nationale l'a fait, et l'a dit. Après, moi, je comprends bien que certains aient pensé qu'il valait mieux une métropole que la métropole soit la région. Voilà, bon. Moi, c'est pas ma conception. Pas ma conception, parce que j'ai été à Nemours il n'y a pas très longtemps. Je connais bien Ably. Je ne vois pas ce que ça a de rapport avec la porte de la Chapelle. Mais strictement rien. Bon, donc, il faut essayer d'avoir un centre et une périphérie. On est toujours le centre de quelque chose et la périphérie de quelque chose d'autre. Il y a des fondements dans la vie que les débats politicaux ne viennent pas contrer. Toujours le centre, il y a toujours un centre et une périphérie, c'est la vie. Eh bien, la métropole a une périphérie. Et le centre plus la périphérie, ça fait la région. Maintenant, est-ce qu'on est au bout du voyage? La réponse est non. Chacun sait bien que dans ce pays, on peut réformer les collectivités locales uniquement fortement par référendum le lendemain d'une élection présidentielle. La voie qui a été choisie, elle est possible aussi, c'est d'y aller pas à pas. Donc là, il y a un pas qui est fait. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus bête à Paris qu'à Lyon, qu'à Berlin, qu'à Tokyo, qu'à Shanghai. Moi, je dis rien. À terme, est-ce que les départements de la petite couronne resteront? À terme, est-ce que les EPT ne seront pas des communes nouvelles? C'est ça le sujet. Alors on est au haut de la vague. La commune, ça date des paroisses de Saint-Martin. Ça date des paroisses de Saint-Martin, ça doit être l'an 400 ou l'an 600, je ne sais plus, par là. Est-ce qu'on peut bouger un peu après 1500 ans? Ou est-ce qu'on reste sur les trucs à 1500 ans? Je pense qu'à cette époque-là, il devait y avoir 2 ou 3 millions d'habitants en France. Il y en a 65 millions et ça augmente très très vite. Les problèmes ne sont plus les mêmes. Moi, je vous invite tous à relire le gaucher là, de Michel Serres, qui dit bien, il nous faut réinventer
réinventer notre façon de penser, notre façon d'enseigner, notre façon de gouverner. Voilà, c'est des débats d'un ancien temps, tout ça. Le monde, enfin, c'est pas à vous que je dirais, ils sont là, ils savent bien ce que c'est difficile de gérer une entreprise, de gérer son truc, que l'évolution va à toute vitesse. Et les institutions, elles, s'accrocheraient à des trucs qui datent, pour les plus jeunes, donc de 82. Mais 82, ça fait déjà un bail, hein, sans bouger. Et s'accrocheraient aux paroisses de Saint-Martin. Franchement. Non. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est une aventure. Et la véritable réalité, la vérité, c'est de douter et de construire. Celui qui arrive et qui dit « moi je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, là, voilà, tout ça est pour l'éternité », je pense qu'il a un intellect pas assez développé. Donc je crois vraiment que notre avenir, c'est ensemble de douter et ensemble de construire. Donc construire avec les partenaires économiques, avec les partenaires sociaux, avec les partenaires politiques. C'est le rôle de l'État de dire ça. Mais je n'arrive plus à comprendre les gens qui, dans le monde tel qu'il est, ou alors c'est qu'ils ne le regardent pas, ont des certitudes absolues. Voilà, moi j'appelle, et je crois que c'est le rôle de l'État, c'est votre rôle, c'est le rôle de réunions comme celle-là, de réfléchir sereinement, on oppose des arguments, des trucs, et puis surtout, on regarde le monde autour de soi. On regarde le monde autour de soi. Donc pour vous, c'était des propos de fin de campagne. Voilà, exactement. De... Mais d'ailleurs, la réalité du travail en ce moment prouve que ça avance. Est au-delà. Donnez-nous quelques éléments sur le rôle de l'État aménageur. D'abord, l'ordre dans les mots. Le Grand Paris n'est pas une notion géographique. L'IAU, la directrice générale de l'IAU nous le dira tout à l'heure, peut-être. Alors, en géographie, vous avez la métropole, qui est un territoire composé comme ça, et puis vous avez la région, avec des EPCI, comme on dit, il y a toujours des acronymes insupportables, autour. Bon. Le Grand Paris, c'est une aventure. Moi, je ne sais pas le définir autrement que disant c'est une aventure qui s'étend à peu près sur l'aire urbaine de Paris. Hein. Voilà, une aventure sur l'aire urbaine de Paris. Sa traduction politique, qui est la métropole, ne recouvre pas l'ensemble du champ géographique de notre aventure commune. Donc le Grand Paris, c'est une aventure commune à tout le monde. Ça n'appartient à personne. Et comme ça n'appartient à personne, il appartient à l'État de l'impulser. L'État, c'est ça d'abord, c'est de rassembler. Alors l'État a dit, dans la compétition incroyable entre les métropoles mondiales, Paris doit se battre. Paris doit avoir sa place parce que c'est la chance pour la France que Paris existe. Et existe demain. Hein. Et donc il a pris la tête d'un rassemblement en matière de transport, où il a défini des projets sous l'impulsion initiale de Christian Blanc, je travaillais avec lui auprès de Borloo à ce moment-là, qui a été conforté par les volontés du président Sarkozy, puis du président Hollande, hein, et on avance. Donc, rassembler en matière de transport. Et ce qui se passe en matière de transport, c'est absolument gigantesque. D'abord pour vous, travaux publics. J'espère que même on en donnera un peu aux sous-traitants des affaires. Bon. C'est quand même 200 km de voies nouvelles, 60 gares ou 62 gares. C'est 140 km² de terrain à aménager autour des gares. C'est plus de 140 km², même c'est plus grand que la superficie de Paris, me semble-t-il. Hein. Donc c'est assez gigantesque. Le Premier ministre et Patrick Collier prendront une initiative en la matière dans les jours qui viennent. Au-delà, en matière de transport, c'est quand même, vous le savez, CDG Express, le plan sur les RER A, B. L'État rassemble avec le STIF. L'État avec le STIF, pousse la région, pousse les communes. C'est mon ami Gilles Leblanc qui travaille sur les plans de financement, sans parler d'EOL. Hein, donc voilà, l'État dit ça serait bien qu'on fasse. Alors, les gens disent oui. Et donc on se met au milieu et on essaye de rassembler les plans de financement. Et après, c'est le STIF qui porte, hein, en règle générale, pas tout à fait tout, mais beaucoup le STIF. C'est clair, puisqu'après, c'est lui qui organise les transports. Donc voilà, l'État, c'est parti pour les transports, rassembler des volontés. Pour le reste, c'est des problèmes. Il y a tout des tas de politiques incorporelles, hein, sur la culture, sur le social, où c'est le rôle de l'État de faire la politique. Hein.
En matière de logement-aménagement, le sujet, c'est que le nombre de ZAC créés chaque année en France était passé d'une centaine à une dizaine. C'était juste la fin. Voilà, un territoire qui ne se transforme pas, qui ne vit pas, alors il perd ses entreprises, hein, puis après il se perd lui-même. Donc il s'agissait de taper un, dire, voilà, ça suffit, maintenant on a un projet. Et comme on était dans un système extrêmement parcellisé au niveau des pouvoirs, l'État a dit, je suis là et je vais le faire, qui même me suivent. Et donc on a lancé des grands projets, que ce soit sur Saclay, que ce soit sur le Bourget, Aulnay, La Défense. Dire, on a des grands projets et on va chercher les collectivités locales et on va chercher les acteurs économiques, les acteurs sociaux. Aujourd'hui, la conviction, l'État a une double conviction. C'est qu'il n'y a aucune raison que l'État ne s'occupe pas de sa région capitale, surtout dans une région où les collectivités locales sont parcellisées et or un certain nombre de sujets dont on pourra parler n'ont pas l'habitude de coopérer et de décider ensemble. Donc il fallait qu'ils s'en occupent. Et la deuxième conviction, c'est que une fois qu'on a défini ces projets, on va vers les collectivités locales, on les modifie avec elles, et que l'opposition État-collectivité locale, ça c'est le conservatisme absolu. Je crois que c'est plus que ringard d'être dans cette opposition-là. On n'a peut-être pas encore trouvé la bonne forme de gouvernance, hein, je le disais tout à l'heure, il faut que ça évolue, que ça mature encore. Mais pour des entrepreneurs comme ceux qui sont ici, s'il n'y a pas de projet, c'est la mort. Bien sûr. S'il n'y a pas de projet, c'est la mort. L'une des difficultés, c'est que la démocratie locale ne se marie pas toujours très bien avec les grands projets de l'État aménageur. Le maire bâtisseur, maire battu, enfin, vous connaissez toutes ces formules. Oui. Donc comment est-ce que, puisque vous avez défini un certain nombre, et on peut les retrouver, une quinzaine de cibles, principaux. Comment est-ce que vous allez faire pour débloquer là où ça sera nécessaire? Vous allez venir avec votre pistolet en plastique. Quelle est la Carinco Touch qui vous a permis quand même, dans le Grand Lyon, de faire en sorte, c'est vrai qu'il y avait plus de logique de coopération, mais comment vous allez faire pour qu'à Paris, où il y a quand même des oppositions assez fortes, regardez les Yvelines qui veulent fusionner avec les Hauts-de-Seine pour contrer le Grand Paris, bon, j'ai lu que ça vous avait fait sourire. Ça continue à me faire sourire. Mais il y a néanmoins des oppositions entre le Nord et l'Ouest, etc. Comment vaincre ces réticences? Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition. Il y a des intérêts légitimes, de quartiers, des intérêts particuliers. Des intérêts de petites villes, de petites communes, etc. Il faut démontrer, il faut parler, il faut avancer. C'est en marchant qu'on fera. C'est vraiment le mouvement qui justifiera la décision. Et moi, je sens que ce mouvement, il est lancé. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en matière de logement, depuis l'année dernière à peu près. Ça va très vite et je vous garantis aux entrepreneurs et à vous journalistes que l'année 2016 sera meilleure que l'année 2015. En tout cas, c'est Gilles qui me l'a dit et je le crois. Donc, et puis tous les outils sont là, tous les terrains sont là, etc. Donc ça va le faire. Ouais, sur les travaux publics, ça y est, ça démarre. Je veux dire, on va dépenser... La SGP va dépenser près d'1,4 milliard cette année. La RATP, la SNCF, à eux deux, ça va faire près de 2 milliards. Donc voilà, c'est ça qui crée le mouvement. Et puis, vous savez, l'institution politique, ça suit, hein, parce que c'est la vie qui est comme ça. Et je crois que non, je ne vois pas d'opposition. Quelle vision du Grand Paris portez-vous aussi, ou porte l'État? Il y a ceux qui disent... Il faut faire comme le Grand Londres, il faut faire un Grand Paris pour attirer les grands investisseurs internationaux, il faut donc donner beaucoup de visibilité à l'international, développer quelques quartiers d'affaires, la Défense, peut-être la Seine-Saint-Denis, pour rééquilibrer. Et puis il y a ceux qui disent il faut avoir une vision beaucoup plus humaine, beaucoup plus, j'allais dire, smart city, beaucoup plus globale. C'est le Grand Paris de ses habitants, qui doit donc essayer de voir loin dans l'aménagement, faire en sorte que, finalement, vivre à Paris, qui est quand même, pour ceux qui ne vivent pas dans Paris-Centre, parfois une tannée, notamment en termes de transport, soit plus agréable et donc plus attractif. Comment est-ce que vous mariez les deux approches? Moi, je n'oppose pas les deux. Je vois ce matin, j'ai traité 2 sujets, avant de venir vous voir, un peu au fond. L'évacuation, hébergement à nouveau de 400 migrants dans Paris.
J'entends toutes les associations. On est devenu moins critiqué qu'avant. Hein. Depuis le mois de juin, j'ai travaillé et réussi au relogement on a proposé près de 5500 de logements à des migrants. Alors après, voilà, là aussi la presse, excusez-moi de le dire comme ça, ce gosse sur 30 000, c'est pas beaucoup, etc. Mais voilà, 30 000, c'est pas beaucoup, mais dans les 5 000 que j'ai déjà fait, on les compte pas. Hein. Les 6 000 qui étaient à Calais, on les compte pas. C'est toujours, voilà, donc il faut regarder les choses. Donc ça, c'était le sujet solidaire, le sujet difficile. Hein. Les places de Paris, les bistrots, les secours donnés aux victimes d'attentats en économie. On a fait ça tranquillement. Mais ce matin, j'ai aussi travaillé sur la modification du modèle de la Défense, du quartier de la Défense. Donc je pense que, et je ne vois pas un élu qui n'est pas d'accord avec ça, que la réalité, c'est de mêler les deux. Alors, c'est plus difficile, mais je préfère être Paris que Londres. Excusez-moi, Londres est une ville, comme vous l'avez dit, qui exclut. Paris construit plus que le Grand Londres. Paris gère mieux ses habitants que le Grand Londres. Chacun le sait. Et pourtant, nous arrivons avec Saclay, par exemple, avec la Défense, avec le campus Condorcet, ce qui se passe au Batignolles, à faire des choses gigantesques, merveilleuses. Qui sait que sur les start-up, on est aussi compétitif que ce qui se passe à Londres ou à San Francisco ou à New York. Hein. On y met de l'argent, on fait les choses. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Donc il faut concilier les deux approches, quoi. C'est ça, oui. c'est ça Et ça me paraît assez simple. Mais en tout cas, il ne faut pas copier le Grand Londres, si j'entends surtout ce pas. que vous dites. Alors, on va peut-être orienter le débat maintenant avec nos deux autres intervenants. Alors, vous avez cité tout à l'heure, et je vais d'abord donner la parole à Hervé puis Bouffa de Tagérim sur le logement. Est-ce que le Grand Paris et la dynamique du Grand Paris, comme l'a expliqué Jean-François Kourenko, est une des causes, pas la seule, mais l'une des causes de ce probablement. renouveau Mais je crois que partout en France aujourd'hui, la reprise est là. On a fait une année, vous l'avez dit, qui était une assez bonne année 2015. Il faut quand même rappeler qu'on a passé plusieurs années un petit peu au fond du seau quand même. L'année 2016 s'annonce effectivement sous de très bons auspices. Tous les feux sont ouverts. On a des financements qui sont en place. Et peut-être vous pouvez nous en dire un mot, mais tout est au vert. Et la profession a de toute façon et de façon permanente des inquiétudes. Et moi, je voudrais en exprimer une à monsieur le préfet aujourd'hui, à propos du Grand Paris. Grand Paris qui, de toute façon, est pour nous, je pense, pour la profession, une vraie aubaine. Parce qu'un État aménageur avec des grands moyens, c'est toujours une bonne chose pour la profession. On supprime des obstacles, on supprime des recours, on supprime une grande spéculation qu'on retrouve dans le diffus. Et ça, c'est une excellente chose. Mais en revanche, on a malgré tout une strate supplémentaire. Et on a, nous, professionnels, une vraie problématique de lisibilité, de compréhension d'accès à l'information à la personne idoine, puisqu'on a un droit d'urbanisme qui est aujourd'hui remonté à l'intercommunalité, voire aux établissements publics territoriaux. On a le droit des sols qui, lui, est resté sur la commune, qui parfois doit consulter pour avis lorsqu'on est dans une zone d'aménagement l'aménageur qui de leur côté fusionne, parfois change de nom. Enfin, tout ça est assez confus. Et cette confusion, de toute façon, n'est jamais synonyme de réduction des délais et de productivité. Donc je pense qu'on a besoin, nous professionnels, d'avoir une meilleure lisibilité dans ce Grand Paris. Le fait que les PLU soient devenus des PLUI est une recherche de tous les gens intelligents depuis des années. Jean-Louis Borloo y avait essayé, on s'était fait tacler. Le gouvernement précédent de M. Ayrault s'y était essayé, ça n'avait pas marché. Tout le monde convient qu'il vaut mieux un PLU intercommunal qu'un PLU communal. Voilà, bon, donc on a fait un pas. Il est vrai que le permis de construire reste communal. Est-ce qu'il va devenir intercommunal ? Je le souhaite aussi.
Mais ça, c'est dans la France qui est un vieux pays sédimenté. Chacun le sait bien, c'est ce qui fait son charme, sa difficulté et son espoir. C'est compliqué à bouger. C'est compliqué à bouger, mais je pense qu'un jour, on y arrivera à ce que le permis soit... Vous avez noté que le nombre de communes aussi, la loi de décembre 2010 sur les communes nouvelles, qui est une très belle loi sur les communes nouvelles, avait eu du mal à partir. Depuis 1 an et demi, ça y est, ça démarre. Le nombre de communes diminue en France, et de manière assez sensible. On a perdu, je crois, plus de 1000 ou 1500 en 2015. Hein. Donc ça règle aussi ce sujet. Après, je vais vous dire, ce qui est le plus dur en matière d'urbanisme et de construction, c'est les recours. Hein. C'est les recours. Bon, on est un pays démocratique. Est-ce que vous mettez là ou en Turquie? J'en sais rien, à vous de voir. Donc c'est un peu compliqué. Et la difficulté des recours, c'est qu'on n'arrivera pas à les empêcher. C'est qu'on crée des textes. On crée des textes qui multiplient les occasions de recours. Hein. C'est des sujets à recours, des occasions de recours, des prétextes de recours. Mais ça, c'est vous et moi. On dit toujours l'administration crée des normes, l'État fait ceci. Mais l'administration ou le Parlement, c'est juste l'émanation de Mme Michu et Papy Mougeot, hein, qui veulent être protégés, pas ceci à côté de moi, pas chez moi. Voilà. C'est cette société française qu'il faut faire bouger. Et à ce moment-là, les choses ne bougeront plus naturellement dans un sens souhaitable. C'est pour ça que je pense que le Grand Paris est une opportunité de démontrer que le mouvement crée la réforme. Hervé Pegouffa, on en parlait en préparant cette table ronde. Le grand métro du Grand Paris va être le vecteur de nouvelles zones de vie. Est-ce que vous voyez effectivement venir de nouvelles zones d'habitation autour de ce Grand Paris et est-ce que ça va suivre la construction du grand métro? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la promotion immobilière dans la dynamique qui est lancée, qui, comme on l'a rappelé, va prendre quand même du temps. Donc, on ne va pas pouvoir agir partout en même temps. Bien sûr, nous, professionnels, on suit avec grand intérêt et au jour le jour l'évolution du Grand Paris, en particulier tous les schémas de déplacement urbain. En province, c'est un peu différent, mais en Ile-de-France, le déplacement des collaborateurs tous les jours, c'est une vraie problématique. Et donc forcément, lorsque le Grand Paris parle d'un aménagement et d'un futur grand métro, évidemment, tous les professionnels de l'immobilier cherchent. Évidemment, on sait que l'attractivité du territoire va se situer le long de tous ces points de ralliement, puisque une fois n'est pas coutume, mais c'est vrai que ce schéma de déplacement urbain, il est pour une fois non pas radiant, mais circulaire. Et ça, c'est extrêmement important. Tous les franciliens ne font pas la banlieue Paris, mais certains font la banlieue, et c'est très compliqué de se déplacer comme ça en Ile-de-France. Et c'est vrai que nous, professionnels, inévitablement, on va se situer, on va chercher des terrains tout autour de cette ligne de déplacement circulaire autour de Paris, évidemment. Et donc, est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on arrive à atteindre les 70 000 objectifs politiques, ou est-ce qu'il est écoutez, on construit aujourd'hui beaucoup moins de logements qu'on en a construit il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on est très très près du but des 70 000 logements. Donc tout laisse à penser qu'on sera au-delà de ces 70 000 logements. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir sur ce sujet-là, clairement. Alors on peut peut-être passer la parole à Didier Ferrand, parce que le contexte, on va parler de financement au sens très large, mais sur le logement en particulier, le contexte de taux d'intérêt actuel est assez favorable. Donc on pourrait penser que ça plus l'assouplissement des lois Duflot avec l'arrivée du Pinel, ça a donné un coup de fouet. Effectivement, mais moi j'aimerais bien revenir sur un point et dire qu'on est aujourd'hui dans une situation économique qui est inédite. Jamais dans l'histoire économique, nous n'avons connu un niveau de taux tel que celui d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Quand vous avez des taux d'intérêt à court terme qui sont négatifs, jusque sur des durées de moyen terme, et que vous avez des taux longs qui sont environ aux alentours de 1%, cela signifie que c'est le bon moment pour avoir des financements et pour faire des investissements. Et là, encore une fois de plus, jamais on a connu en fait une période telle que celle-ci.
Je le dis parce que je crois que c'est un facteur en fait d'optimisme et de positivisme extrêmement important dans la construction, dans l'aménagement en fait du Grand Paris. En plus, aujourd'hui, les investisseurs et les financeurs recherchent des actifs que l'on qualifie en fait de tangibles, c'est-à-dire des actifs réels. On est en plein dans le cœur du sujet. Et ces actifs réels, ils sont extrêmement recherchés quand on est dans une période de déflation, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces actifs génèrent en fait des revenus qui sont récurrents au fil du temps. Ou si dans quelque temps nous connaissons une période d'inflation, ces actifs vont être inévitablement en fait valorisés. Et aujourd'hui, le montant de liquidité à investir, pas uniquement sur les marchés, mais dans le circuit bancaire, est extrêmement important. On le sait tous. Les banques, les réserves en fait fédérales ou les banques centrales, particulièrement la Banque centrale européenne, n'a jamais de son histoire injecté autant de liquidités. Donc nous sommes dans une période économique, financière extrêmement propice pour le financement et pour les investissements. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le bon moment. Et si on pouvait peut-être un petit peu se projeter, il me semble que les années à venir continueront en fait à être un bon moment pour financer et pour investir. Et pour moi, ça, c'est un facteur d'accélération. Et autre facteur d'accélération, dans tout ce que l'on vient de dire ce matin, bien évidemment, il y aura des bassins d'emploi et des bassins d'activité qui vont être en fait créés. Donc ça, c'est une dynamique qui est vertueuse. Je crois que le Grand Paris, à terme, c'est 7 points de PIB. 7 points de PIB, c'est extrêmement conséquent. Donc oui, la période est extrêmement propice pour le financement. Alors, on disait tout à l'heure, les financements, en tout cas pour le métro, sont prévus, ils sont là, mais il y a tout un tas d'autres financements, notamment privés, qui pourraient venir en accompagnement, enfin qui sont prévus d'ailleurs dans la dynamique. Vous qui êtes la Banque de la Région et qui êtes un spécialiste de ces financements, quel type de financement pourrait aujourd'hui apporter des solutions ? On parle beaucoup de financement de projets, de financement structuré, de foncières, de travail avec la Caisse des dépôts, avec la BPI et un certain nombre de banques pour accompagner des projets. Peut-être dites-nous en plus sur ce qui pourrait aider le préfet à accélérer. Alors, ce qui peut aider le préfet à accélérer, c'est peut-être quelques exemples aujourd'hui que l'on a pu conduire récemment ou dans les dernières années. Par exemple, lorsque l'on parle d'aménagement du territoire, on a eu le bonheur, et je crois que Grand Paris Aménagement est présent dans la salle, on a eu le bonheur en fait de les accompagner sur des financements que l'on pourrait qualifier en fait de financement classique, mais qui ne le sont pas forcément parce que quand on parle en fait d'une opération d'aménagement, il faut comprendre ce qu'est une opération d'aménagement. Il peut y avoir du financement en fait de portage foncier, il peut y avoir du financement de portage foncier conjugué en fait avec du financement de travaux. Donc ça, ce sont en fait des types de financement aujourd'hui que la Caisse d'épargne Île-de-France conduit avec Grand Paris Aménagement, mais conduit aussi avec les collectivités et avec en fait certaines SEM. Cela veut dire aussi qu'il faut être capable de prêter sur des durées qui sont longues, parce qu'on peut être en fait dans des durées, et c'est le cas notamment pour le logement, on peut être en fait dans des durées qui peuvent être de 20, 25, 30 ans. Il faut être capable de pouvoir le porter dans le bilan bancaire, ou si nous ne sommes pas capables de le porter dans le bilan bancaire, il faut que l'on ait un peu d'ingénierie pour être capable d'arranger ces opérations, donc de les structurer en fait en amont et d'être pourquoi pas capable de les syndiquer, c'est-à-dire en fait au sein d'un groupe ou au sein en fait de confrères, être capable de boucler des financements, et certaines fois ces financements sont effectivement de grande ampleur. On a aussi, et nous sommes aujourd'hui à la Fédération nationale des travaux publics, bien évidemment, quand il s'agit de financer des routes, des voies ferrées, on peut le faire par financement bancaire classique, mais on peut le faire, et je crois que vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, sous forme de PPP, sous forme de partenariat public-privé. On a été aussi,
et je le cite parce que même si cette opération remonte à 3-4 ans, c'est un petit peu d'ingénierie que l'on a pu trouver à l'époque, notamment pour financer du matériel. Et c'était des rames en fait, de métro du STIF, et on l'a fait sous forme en fait, de crédit bail. Et ça a été un crédit bail en fait, fiscal. Donc là, c'est encore un autre volet de financement. On finance aujourd'hui, le préfet parlait de la porte de la Chapelle tout à l'heure, on a eu le plaisir de financer une plateforme logistique multimodale récemment, c'est-à-dire en fait que c'est un terminal ferroviaire qui va être aux portes de Paris, qui va pouvoir acheminer en fait des marchandises, et ces marchandises vont pouvoir être transportées par des véhicules propres dans les derniers kilomètres, que ce soit dans Paris intramuros ou que ce soit en fait dans la première couronne. Alors là, je dirais qu'on parle en fait de financement bancaire, et puis bien sûr vous avez aussi des interventions qui peuvent être en fonds propres. En fonds propres, vous l'avez évoqué en fait dans le cadre de constitution de foncières pour accompagner en fait des promoteurs, pour accompagner des bailleurs sociaux. Et puis on peut être aussi intervenant en fonds propres. Et là je vais plus parler de la sphère privée, par exemple dans le capital des entreprises, notamment pour accélérer en fait le développement. Et donc on voit bien que tout ce panel en fait, d'intervention en financement bancaire, en capitaux propres, aujourd'hui la Caisse d'épargne Île-de-France a bien sûr les équipes sur l'ensemble du territoire et des experts pour le faire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait comprendre le fonctionnement et les contraintes des établissements publics et être capable aussi d'accompagner le business model avec les contraintes des acteurs privés. Et aujourd'hui, notre avantage au niveau de la Caisse d'épargne Île-de-France, c'est que nous avons la connaissance de ces deux sphères, de ces deux types d'acteurs économiques, et donc nous avons la capacité à être un accélérateur en fait, des projets du Grand Paris et avoir la capacité d'être une courroie de transmission, finalement, entre les acteurs publics et les acteurs privés. Parce que quand il va falloir construire, bien évidemment, on va s'adresser aux BTPistes, on va s'adresser aux promoteurs et on va s'adresser aux entreprises de l'Île-de-France, qu'elles soient petites, que ce soit des ETI ou que ce soit des grandes entreprises que nous accompagnons. Donc il me semble que ça, c'est un vecteur, ou en tout cas une capacité d'accélération que nous, banques de proximité, avec nos équipes présentes sur l'ensemble du territoire, pouvons être capables de vous apporter pour accélérer en fait les projets du Grand Paris. Alors justement, prenez le micro. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, la liquidité qui est là. Et deuxièmement, je dirais l'extraordinaire évolution de l'ingénierie financière. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière, il y a un continuum entre le prêt et la prise de capital. Vous avez tout est possible. L'évolution de l'ingénierie financière dans ce pays, je suppose ailleurs, mais je parle de ce pays, est un élément de croissance considérable, un facteur de croissance considérable. Il n'y a pas de problème sans solution, ça c'est clair. J'ajoute que dans le cadre de ce mouvement, je voudrais citer quand même deux établissements. La BPI qui travaille évidemment en garantie, je parle pour la partie garantie qu'elle amène à ses prêts aux entreprises et qui permet à des entreprises d'avoir accès à ces montages parfois complexes. Et là, on a une évolution considérable ces 2 dernières années. Et puis, ce à quoi j'appelle aussi, et ça marche bien, c'est la coopération, notamment en matière d'aménagement, entre des banques comme la vôtre, des institutions financières plutôt qu'une banque, la coopération avec la Caisse des dépôts et consignations, qui nous permet d'avoir quand même de temps en temps des choses impensables. Sur ce qu'on appelle les prêts Gaïa qui sont déjà dépassés, les prêts Gaïa améliorés, où vous aviez des prêts à fonds d'épargne, taux d'épargne plus 0,6, dans le meilleur des cas, des prêts qui sont montés à 20 ans avec 14 ans de différé. Si avec ça, vous ne faites pas une opération d'aménagement, il ne vaut mieux pas la faire. Et là, dans les paquets qui vont sortir suite aux annonces du président de la République, on va aller à des choses longues, ce qui est important en matière d'aménagement. Je ne parle pas de crédit à la consommation, mais sur des crédits d'aménagement. D'avoir des possibilités d'emprunter à 20, 30, 40 ans sur le foncier
ou ailleurs, c'est considérable. Donc voilà, j'ajoute, donc je voulais dire, vous l'avez bien dit, montant de liquidité, ingénierie exceptionnelle. Et la capacité, effectivement, à prêter à long terme avec les acteurs publics que vous venez en fait de citer. Et d'ailleurs, nous les connaissons bien. La Caisse des dépôts a 200 ans, nous on a presque 200 ans également. Et voilà, tout ça, je l'ai dit, tout ça, c'est pour la France entière, né à partir des idées qui sont brassées dans le Grand Paris. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup entre professionnels du Grand Paris, mais quand vous allez, prenez le métro ou le RER un matin, vous allez parler du Grand Paris, personne ne va vous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va changer pour moi. Enfin, les gens ne s'approprient pas aujourd'hui, les habitants ne s'approprient pas ce grand projet qui est pourtant fait pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de communication qui manque peut-être de ce point de vue-là? Et puis, j'allais dire, un grand projet. Alors, un des grands projets, ça pourrait être les Jeux Olympiques, qui donnent à la fois un horizon, 2024, puis une mobilisation nationale. Je ne sais pas si tous les habitants de Paris ont envie d'avoir les JO à Paris, parce que ça sera peut-être d'autres contraintes. Mais en même temps, quand on parlait du Grand Londres, quand on voit ce que les JO ont permis en termes de visibilité internationale, de donner, Barcelone aussi, de donner à Londres et Barcelone il y a quelques années. Il y a eu les deux. Est-ce que donc l'État, pas seulement aménageur, mais là l'État, j'allais dire promoteur du projet du Grand Paris, quel rôle est-ce que vous voulez jouer là-dedans pour que les habitants aient le sentiment qu'effectivement ce projet les concerne? D'abord, les habitants, ils ont deux soucis, le transport et le logement. Bon. Donc il faut qu'on avance suffisamment pour que le politique, entre guillemets, soit crédible. Et effectivement, les Jeux Olympiques et l'exposition universelle, et on peut avoir les deux qu'on fait à Barcelone en 92, non ? Il me semble, par là, prouvent qu'on peut avoir les deux. Alors sur les Jeux Olympiques, moi je voudrais rendre hommage à la gouvernance de ce système, avec un boulot exceptionnel fait par Estanguet et Lapassé, par le délégué général Taubois. Je suis au conseil d'administration de ce truc et j'ai une mission du Premier ministre avec Gilles. Ça marche bien, c'est des gens sérieux, on avance, tous les lieux sont choisis, etc. On a juste encore une petite incertitude sur la piscine. Est-ce que le terrain d'Aubervilliers est suffisamment grand ou pas ? Quand on n'en est plus que là sur le choix, voilà, donc on a envoyé le dossier le 17 février. Maintenant, on prépare le deuxième round de dossier pour le mois d'octobre. Et puis, on va essayer d'animer ça, qui est un dossier plus politico-financier. Puis après, on aura le dernier dossier. Sur l'Expo universelle, le gouvernement, le Premier ministre a désigné Pascal Lamy comme délégué interministériel à cette opération. C'est l'homme qui, en France, pense le plus international parmi les hauts fonctionnaires. C'est un fonctionnaire, il connaît tout le monde dans le monde. Donc, si on gagne, c'est grâce à lui. Il faut encore un petit peu clarifier et cristalliser le projet. Il y a trop de... Voilà, mais un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques... Ce n'est pas que Paris. L'exposition universelle, il y aura quelques lieux à Paris, mais si on écoute Fromentin, c'est un projet national. Joker, c'est-à-dire vous préféreriez qu'il soit parisien? Non, mais moi je préfère rien, je préfère que ça ait lieu. Normal en tant que préfet. Non, mais je préfère que ça ait lieu. Et donc, pour que ça ait lieu, il faut écouter les réactions des pays membres et essayer de coller à ce qu'ils pensent au Bureau des expositions internationales, au BEI, quel est le modèle qui fait qu'on les a. Voilà. Si on prend un modèle orthogonal à ce que pense la quasi-totalité des membres du BEI, on ne l'aura pas. Voilà, et donc, ils pensent que ça serait mieux que ce soit à Paris, c'est ça que vous voulez dire, ou dans le Grand Paris. Faites le journaliste, moi je ne me dis rien. Gardez le micro juste une seconde. Sur ce point, c'est un facteur, les JO en particulier, parce que c'est la première date. C'est un facteur d'accélération. Voilà, oui, sauf qu'il ne faudra pas manquer le rendez-vous aussi. Oui, parce que si les métros ne marchent pas, et si on est encore en chantier en 2023 et des poussières... le Reboussier qui s'exprime encore. Bah oui, pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas? On y travaille, ça va le faire. On compte sur vous? Non, mais pas sur moi, sur vous. Sur ceux qui font les travaux, sur le menuisier, sur le mec qui creuse son tunnelier. Voilà. On compte sur les entreprises, on compte sur tout le monde. Ce n'est pas une aventure de l'État qui est en route. C'est vrai que l'État a été moteur. Maintenant, sur ce Grand Paris, soit ça devient une aventure collective des créateurs, on n'est pas encore à la population, mais au moins des créateurs et on réussira, soit on s'embourbera. Et donc, tel que je le vois sur les Jeux Olympiques, ça m'a permis d'accélérer, par exemple, avec nos amis de RTE,
l'enfouissement d'un certain nombre de lignes. Hein, c'est un sujet considérable. Ça va nous permettre, la Seine-Saint-Denis, c'est le nouveau, enfin, après ce qui a été fait autour de Pleyel et du Stade de France, ça va devenir un terrain pour les constructeurs, les promoteurs. On est en train de refaire un bout complet de notre capitale là-bas. Et pour les gens qui y habitent, c'est pas rien, hein, la restructuration urbaine, etc. Donc tout ça sont des accélérateurs formidables. Maintenant, si vous me dites, est-ce que vous serez prêt Pour les JO, le 15 juin 2024 à 13h, je ne peux pas vous dire autre chose que oui, mais je veux dire, il faut se lever matin pour le faire. Mais j'ai pas d'état d'âme. Il y a de belles entreprises quand même. Vous voyez comment... Enfin, regardez ce qui est la Défense, commencer des tours qu'on construit. Même maintenant, il y a de nouvelles tours. Regardez la qualité des travaux qui se font. Aujourd'hui, je suis tenté de vous dire, nous, on a fait notre job. Maintenant, c'est aux entreprises de relever le défi. Hein. C'est tracé, c'est plus à nous. Hervé Puy-Bouffaille, une question pour rebondir à ce que vient de dire le préfet sur la Seine-Saint-Denis. C'est bien de construire des logements et d'accompagner le grand métro, mais il faut aussi donner envie aux gens de vivre dans ces nouvelles zones de vie. Donc ça veut dire d'accompagner par des équipements. Enfin, quelles sont les conditions finalement de la réussite de ce projet du point de vue du promoteur ? C'est la préoccupation de tout un chacun. Aujourd'hui, un Francilien comme un Bordelais, comme un Toulousain a la même préoccupation. Hein, il doit se rendre à son travail le matin, donc il a besoin d'avoir des transports en commun. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus prégnant en Ile-de-France qu'en région, hein, parce que le déplacement urbain en Ile-de-France est plus compliqué. Mais c'est pas seulement ça. Il doit avoir un environnement proche de son habitation qui lui convient parfaitement. Donc ne pas mélanger les zones industrielles avec les zones de logement, et les zones de travail avec les zones de logement. Il faut permettre l'accès à l'une et à l'autre. Il doit avoir effectivement des équipements. Des équipements, ça c'est du financement, et ça c'est extrêmement important. Il faut des écoles, il faut du commerce, il faut de la culture. Tout ça, c'est un ensemble qui doit fonctionner. Et je crois que l'État aménageur en Ile-de-France a un rôle à jouer extrêmement important sur ce sujet-là, parce que ce que je viens de citer, on le retrouve systématiquement à toute petite échelle dans toutes les zones d'aménagement concerté qu'on trouve en Ile-de-France ou en province, où on a tout, école, commerce, déplacement, transport. Je crois qu'à l'échelle du Grand Paris, on a la même problématique, et nos clients auront cette demande, cette recherche de ce type de logement, et sans parler d'équipement propre du logement, sans parler voilà, on y est, ça. On a maintenant aujourd'hui des logements qui sont extrêmement performants, mais là, je crois que le Grand Paris a un rôle à jouer sur ce qu'il y a en dehors et autour du logement. Allez-y. Les deux dossiers sur lesquels j'ai eu le plus de satisfaction au mois de février, c'est de boucler le financement, pour un sur le papier, pour l'autre dans ma tête, de 2 théâtres. La réhabilitation complète du théâtre des Amandiers à Nanterre et le bouclage du plan de financement de la réhabilitation de la Maison de la Culture à Bobigny, MC 93. Voilà, ça, c'est dans ce que je dis, c'est à côté, c'est ça le rôle de l'État, de rassembler pour des financements et de faire en sorte qu'on ait une vie sereine. Et donc, on revient à votre... Et agréable. Et agréable, à votre idée. Non, il n'y a pas de dichotomie entre la défense et la culture si on arrive à tout mener ensemble. Bien sûr. Didier Fer, allez-y, oui, rajoutez. Oui, juste, en revanche, si effectivement on veut construire des logements, il faut permettre aux promoteurs de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique de délai. Vous savez, monsieur le préfet, entre aujourd'hui une promesse de vente et un démarrage de travaux, je crois que Bruno Cavagny l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on est à 1 an, voire 1 an et demi, parfois plus. C'est énorme comme délai. Est-ce que le Grand Paris n'aurait pas un rôle à jouer pour peut-être créer une centralité pour régler tous ces problèmes de délai? Parce que aujourd'hui, c'est un véritable frein à l'acte de construire. Le Grand Paris, je sais pas, je rappelle, ce n'est qu'une aventure. Il y en a pas mal. Donne la possibilité au préfet de Paris d'intervenir au niveau législatif ou réglementaire pour essayer de se battre pour simplifier. On est dans un monde, enfin c'est pas vous que je l'apprendrai, où les normes ça s'empilent, sans qu'on puisse faire grand-chose. C'est très difficile d'arrêter un décret. Très très difficile. Il y a toujours. Je me rappelle quand j'étais chez Jean-Louis Borloo, j'avais bloqué un décret, je le mettais dans le tiroir quand ça arrivait, puis j'attendais que ça passe. Le Premier ministre s'excitait, tout ça, bon.
Non, je ne l'ai pas vu. Il est dans la... Je ne sais pas où il est, moi. Bon. Physiquement, j'avais un tiroir à paraffeur quand je trouvais que c'était trop compliqué. Tu vas avoir des décrets disparus. Exactement. Mais je me souviens un jour, le président de la République soi-même m'appelle, Jacques Chirac, il me dit alors, Carenco, où il est ce décret? Donc, si vous voulez, c'est très compliqué de résister à la fin. C'est tous les groupes de pression. Parce que tous les décrets que vous récriminez, je peux parler comme ça, ils sont tous poussés par des groupes de pression, au moins aussi forts que vous. Voilà, donc c'est ça le débat. La difficulté. Alors, ça permet de... le Grand Paris permet au préfet de Paris, à ses responsables, et avec Patrick Ollier, on s'entend bien là-dessus, de pousser, d'être un lobby anti-complexification. Voilà. Le deuxième sujet, nous avons nommé, ça patine encore, la personne de M. Rebuffel, qui est l'ancien DDE du Val d'Oise, je crois, ce qu'il a appelé un médiateur de la construction. Adressez-vous à lui, il me dépatouille, il regarde bien, et ça me permet d'intervenir. Donc il faut se saisir de l'existence de ce médiateur. Voilà, c'est deux petites choses, mais vous avez raison. Et encore, je vous trouve gentil là, dans vos délais. Alors, Europa City, ça bloque. Certains disent que ça pourrait être le Notre-Dame-des-Landes francilien. Il y a 3 questions qui se posent. 1, ça mange de la terre agricole, 210 hectares, mais ça, c'est sur l'ensemble de la ZAC globale. Donc, lui, on fait un gros tiers, 40%. Ça mange de la terre agricole. Il vaut mieux qu'elle soit mangée par ça que par autre chose, je vais vous dire. Et en échange, on va faire une ZAP, on va zapper une zone agricole protégée sur le reste. Donc je pense que c'est pas dans... je croyais qu'il y avait trop d'agriculteurs, on m'a dit, mais bon. Je crois qu'on peut protéger, et puis ou alors on ne fait plus rien. Ou alors on fait plus rien. Je rappelle qu'on est plus 20 millions d'habitants, mais 60 millions, 65, et que ça augmente. Et nécessairement, on mangera de la terre agricole. Ce qui est convenu, et je le dis pour vous, ce qui est convenu, c'est que dans la loi agriculture et territoire, je crois que ça s'appelle comme ça, et on va être innovant en Ile-de-France, il y a un fonds de compensation pour les industries agroalimentaires innovantes, pour l'agriculture innovante, abondé par ceux qui mangent l'espace agricole. Tout le monde, et le décret va sortir, et je suis au cœur de ce truc, et on va faire un joli truc sympa dont on fera décider l'utilisation par les chambres d'agriculture. Donc, premier sujet de l'agriculture, je pense qu'on peut, avec respect pour les agriculteurs, dire que ce n'est pas un vrai argument. Deuxième sujet, les transports. On a un vrai problème de transport, de mobilité dans ce faisceau nord de Paris, vers Roissy. Les calculs qu'on fait après les investissements qui vont être réalisés, notamment avec la ligne 17 et EOL, font qu'on tient jusqu'à 2030. Après 2030, il faut essayer de réfléchir. Alors réfléchir, il faut aussi boucler, c'est bon pour les BTP, ça, tout ça, ce que je dis, boucler la nationale 104 au nord de Roissy et avoir une entrée est complète de Roissy et pas tout le monde rentrer par le sud, qui est des entrées nord sur Roissy. Pour ça, on va essayer, au-delà d'affiner, de confirmer ce qui est en piste, essayer de voir ce que j'appellerais une conférence de consensus pour construire les mesures à prendre au-delà de 2030. Au-delà de 2030. Ah, donc, je pense qu'on y arrivera. Le vrai sujet, dans mon esprit, d'Europa City, d'abord, ça amène ça a une confiance étrangère forte. On a signé avec les Chinois, là, ils amènent des... Voilà. C'est l'attractivité de la France à l'international, quand même. Voilà, on voit des Chinois qui passent à l'hôtel de Noirmoutier, qui signent des trucs. Ça fait des milliards, quand même. Ça fait des milliards d'investissements. Et des milliers d'emplois, voire des dizaines 15 000 emplois. Mais ceux qui sont contre se foutent de l'emploi. Donc, je passe sur l'argument. Voilà, ceux qui sont contre, ça ne les intéresse pas. Ils sont retraités. Bon, c'est comme ça. Le vrai sujet, c'est est-ce que cet équipement va tuer ceux qui sont de l'autre côté de l'autoroute, tous ceux qui sont de l'autre côté de l'autoroute, Gare au Nord, évoque le truc Liance, Aéroliance, etc. Ou simplement, je rappelle que ça ne sera visible qu'en 2024-2025, si ça marche, Europa City, simplement, est-ce une anticipation d'une mort de toute façon certaine ?
compte tenu de ce que sont ces équipements. C'est ça ma réflexion. Les équipements, si vous allez vous promener là-bas, est-ce que ce sont des équipements valables après 2030 ? Est-ce que c'est donc Europa City une anticipation d'un cours de la vie des équipements qui de toute façon aurait eu lieu, hein, ou est-ce que c'est la cause des problèmes que peuvent avoir ces équipements ? Je ne sais pas, il y a les deux avis, j'écoute, et puis après, est-ce que je peux refuser 15 000 emplois ? Est-ce qu'on est... Moi, qui ne suis pas un libéral, mais quand même, est-ce qu'on peut refuser l'initiative privée sous prétexte que c'est un peu en concurrence avec quelqu'un d'autre ? Quand même un vrai sujet, ça. Hein. Là, c'est le gosse-plan, en ce moment-là. Bon. Donc voilà. Donc, ça sera un test important de la crédibilité aussi, peut-être, de la capacité de générer des projets autour du Grand Paris. Oui, ça sera un y test. compris, vous l'avez dit, à l'international, parce que vous avez beaucoup d'investisseurs internationaux après, moi, qui nous regardent et ils attendent de voir si on est capable de délivrer des projets. Oui, est-ce qu'on est capable... Est-ce que la société française... Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, la société française accepte de se bloquer ou l'État faire preuve d'autorité. Parfois, c'est... Oui, je ne vous demande pas de mettre en place, mais quand vous lancez les CRS, c'est toujours un truc compliqué. Hein. Je l'ai fait un certain nombre de fois. Donc, non, mais je ne parlais pas de lancer les CRS, je parlais d'affirmer l'autorité de l'État quand un projet a été voté. Des ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le sujet, voilà, c'est qu'il faut des CRS, et il faut de la durée, et il faut... Voilà. C'est vrai que ça peut durer, oui. Ça, les délais de M. Puy-Bouffa sont... Donc, mais c'est bien la société française qui est en cause dans ce projet-là. Le soutien du gouvernement est fort à ce projet, donc j'agis. Mais c'est pas Yaka Faucon, hein. C'est pas Yaka Faucon. S'il y a une crue centenale, et donc c'est apparemment quelque part tous les 100 ans, on parle d'une catastrophe qui pourrait déstabiliser Paris pendant des années. Oui. C'est pour ça qu'on fait pour empêcher ça, monsieur le préfet ? Des barrages ? D'abord, on dit ça peut arriver. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'elle n'est pas là. Et pour cette prise de conscience, on dit que si jamais il y a une inondation comme 1910, les conséquences n'auront rien à voir avec celles de 1910. Notre mode de vie électronique et électrique, le passage de câbles partout, fait que la vie s'arrêtera. Hein, c'est quand même... Les conséquences sont bien au-delà de ce qu'on imagine. À partir de là, il nous faut agir. Donc, l'exercice, il y a les secours immédiats, c'est l'APP, c'est mon collègue Michel Cadot qui s'en occupe, c'est une partie d'exercice d'aujourd'hui. Après, il y a le sujet du retour à la vie, le plus vite possible. C'est très compliqué. Après, il faut que chacun des organismes en cause ait son propre plan de protection contre les inondations. Et à l'équivalent du risque d'inondation, il y a le risque de sécheresse. Je rappelle qu'il y a un certain nombre d'études qui prédisent qu'en 2050, on risque d'avoir moins de 30% d'eau dans la Seine. Je ne dis pas les conséquences économiques aussi. Hein. Donc tout ça est assez compliqué. Donc nous avons lancé un plan dit d'adaptation au changement climatique. Adaptation au changement climatique, j'ai eu l'accord de Jean Jouzel pour m'assurer un peu de sérieux scientifique, de présider le comité scientifique de cette affaire. Donc nous allons tout au long de l'année 2016 travailler avec des groupes de travail pour arriver à des propositions pour traiter cette affaire au-delà de la crise elle-même. Hein. Quand la crise est là, il faut avoir des mesures de résilience, des mesures de secours, des mesures de résilience et des mesures de reprise de l'activité économique. Ça, c'est l'exercice Sequana. Hein. Comment, par exemple, on vire les gens des EHPAD qui sont inondables, les hôpitaux. Moi, je suis à côté, nos bureaux sont à côté de l'hôpital Georges Pompidou. Si Georges Pompidou c'est inondé, c'est un peu compliqué. Donc. Mais à côté de ça, il y a cette réflexion qui est désormais lancée, que Madame Royal m'a demandé de lancer, et je l'ai fait volontiers parce que j'y crois, j'avais déjà fait à Lyon, cette réflexion collective sur les effets du changement climatique sur le bassin. Je suis par ailleurs préfet du bassin Seine-Normandie, et c'est fondamental, ça va se dérouler tout au long de l'année. Il y a à la fois des mesures, il y a deux camps. Soit il y a le camp des gros investissements, soit il y a le camp de on fait des petits trucs un peu partout, etc. Ce qui est sûr, c'est que les digues, ça ne fait pas. Mais je voudrais juste rappeler qu'à Fukushima, il a manqué 10 cm. Pas plus. Pas plus.
Donc, il a manqué une hauteur marginale de protection. Ça anime mes réflexions et ça me fait peur, quoi, hein. Se dire, est-ce que j'ai les bons trucs? On me dit qu'il manque 25 cm pour éviter la crue de 1910, dans nos protections un peu partout. Voilà, donc Sequana, c'est hyper sérieux, hein. Bien sûr, on a vu ça, ça fait peur.